Bienvenue à tous dans l'émission Évasion littéraire. Rencontre avec l'écrivaine Muriel Tramis pour la dédicace de son livre, de son premier roman qui est Au cœur du Giramont, édition Dagan. Librairie Orphie, j'ai rendez-vous avec vous, Muriel Tramis. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien. Alors dites-moi, avant de parler de votre premier ouvrage, parce que là vous êtes en dédicace à la librairie Orphie, pourquoi la librairie Orphie pour cette dédicace de votre premier roman Au cœur du Giramont ? Eh bien, c'est une librairie que j'ai découverte, qui vient d'ouvrir, qui a ouvert récemment et dans laquelle nous sommes passés lors de notre rallye Paris, Cité Créole et Nègre, au mois de septembre dernier. Alors Muriel Tramis, avant de parler de cet ouvrage, je vais faire un petit retour en arrière pour mieux vous connaître, afin que les téléspectateurs d'Antenne Caraïbes Internationale aussi vous découvrent. Quel est votre parcours, déjà vos origines ? Eh bien, je suis née à la Martinique, où j'ai fait mes études jusqu'au bac. Et après, je suis partie faire des études supérieures en informatique à Paris, dans le 6e arrondissement. Aujourd'hui, vous exercez quel métier ? Parce que je crois que vous faites pas mal de métiers, auteur, en plus vous travaillez dans les jeux vidéo. Quelle est votre profession actuelle ? Alors, je suis ingénieure en informatique. J'ai commencé ma carrière à l'aérospatiale, dans un département qui s'occupait des drones, c'est-à-dire les avions télécommandés. Et puis après, j'ai eu envie d'occupation plus pacifique et je me suis investie dans la création de jeux vidéo. Donc j'ai rencontré une petite start-up qui démarrait à l'époque, Cocktail Vision, et j'ai créé pas mal de jeux vidéo et de logiciels éducatifs à cette époque-là. Et puis cette petite start-up est devenue Vivendi Universal à force de rachats et de fusions successives, et puis qui a connu donc les hauts et les bas qu'on connaît avec Jean-Marie Messier, qui est parti. Tout ça s'est démembré et du coup j'ai eu envie de créer ma propre société. Enfin j'avais cette envie depuis longtemps et j'ai créé ma propre boîte, donc Aventille. En 2003, voilà. On s'occupe de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on met en images 3D des édifices, des sites touristiques, des villes entières. Je vais un petit peu décortiquer tout ce que vous venez de dire. Alors vous avez écrit et dirigé des jeux d'aventure. Alors quelle est la relation entre le joueur et l'image ? Effectivement, c'est une grande question parce que ce qui est sensible, c'est l'interactivité, c'est-à-dire la possibilité pour l'utilisateur d'interagir avec l'histoire qu'il est en train de voir. Donc, il n'est jamais passif devant cette histoire. Dans le jeu vidéo, il prend des décisions qu'on lui demande. Bon, bien sûr, un éventail de décisions qui est déjà prédéterminé, mais il y a plusieurs routes possibles à l'intérieur d'un scénario, voilà. Donc l'important, c'est ce qu'on appelle l'IHM, c'est-à-dire l'interface homme-machine. Comment est-ce qu'on va dialoguer avec la machine ? Grande révolution, le visuel, les jeux vidéo en 3D, les jeux de manga en 3D, le cinéma en 3D. Que pensez-vous du livre en numérique ? Est-ce qu'il sera aussi en 3D ? L'avenir du livre passe par le numérique, ça c'est sûr. D'ailleurs, on voit déjà des conversions qui se font. Et donc, il y a deux aspects. Il y a le côté matériel, donc les supports qui permettront de lire effectivement de façon autonome, mobile, dans le métro, en prenant les transports en commun. Et puis, il y a l'adaptation des contenus à ces différents supports, avec l'interactivité de plus en plus importante. Donc, les images qui prennent de plus en plus de place, il y aura de plus en plus d'effets spéciaux. Donc, il y a effectivement une création de contenu à venir qui est certainement très, très riche et dans laquelle nous souhaitons nous investir aussi. Alors, donc le cinéma traditionnel, maintenant en 3D, sur un plan mental ou psychologique, qu'est-ce que ça peut jouer pour les enfants ? Est-ce que c'est un développement intellectuel ? Est-ce que ça reste ludique ? Parce qu'on est vraiment plongé dans l'histoire. Je veux dire, on est même, nous, propres narrateurs de cette histoire en 3D, en quelque sorte. Oui, en fait, 3D, c'est un raccourci. On parle de cinéma en relief. Le cinéma en relief permet de rentrer un peu plus dans l'histoire parce qu'effectivement, l'image on paraît être intégré dans l'image.
Mais l'autre notion qui est plus importante à mon avis et celle qui va qui va se développer, qui est très riche en perspective, c'est l'interactivité, c'est-à-dire la possibilité à l'utilisateur d'interagir sur l'histoire qu'il est en train de voir, de visualiser, etc. Donc peut-être pas dans le cinéma tout de suite, le cinéma interactif c'est peut-être pas pour demain, mais devant son propre ordinateur ou avec son mobile, son smartphone en main, là il y a effectivement des possibilités très très riches d'interactivité, d'entrer dans l'histoire et des propositions qu'on va faire à une personne qui se promène dans la rue ne seront peut-être pas équivalentes à une autre qui se trouve chez lui, dans son appartement. En 2004, vous avez organisé le premier rallye noir de Paris. Alors le concept, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous organisez toujours? Eh bien, la deuxième édition a eu lieu l'année dernière, en 2011. Donc c'est pas le Paris noir, mais le Paris Cité Créole et Nègre. C'est-à-dire... nous faisons participer à un rallye pédestre à l'intérieur de Paris, des équipes qui vont découvrir à travers des énigmes, des casse-têtes, des questions, comment la ville de Paris, la capitale, a été marquée par les ultramarins et comment elle continue à vivre d'ailleurs avec eux. Et nous avons une mention spéciale pour les sciences et techniques parce que nous souhaitons rendre visibles les ultramarins qui travaillent dans ces domaines-là, dans tous ces domaines, les TIC, etc., qu'on ne voit pas. On entend beaucoup parler des ultramarins dans le sport, la musique et bien la littérature, mais très très peu dans les sciences et techniques. Et nous voulons déjà les mettre en lumière. Notre association s'appelle d'ailleurs l'association, le Cercle des Lumières Noires. Nous voulons les mettre en lumière et donner des modèles aussi aux jeunes, aux femmes, pour qu'ils abordent ces carrières scientifiques et techniques sans en avoir peur. Sans prétention? Sans prétention aussi, mais c'est surtout pour maîtriser ces domaines qui rentrent dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, qui n'a pas son smartphone, qui ne regarde pas les émissions délivrées par des satellites. Enfin, on est en plein dans le numérique, on est au cœur du numérique. Et il faut que nos jeunes aussi abordent ces métiers et les maîtrisent. C'est un rendez-vous que vous donnez tous les ans, c'est ça? À quelle période? Quelle époque? La prochaine édition aura lieu en 2013 et on essaie de le faire toujours au mois de septembre parce qu'il fait encore beau dans Paris. C'est très agréable de se promener, il ne fait pas trop chaud. Donc prochaine édition, septembre 2013. Eh bien, écoutez, on sera là, on sera au rendez-vous avec vous. Quel est le livre et l'auteur qui vous a le plus marqué ces derniers temps? Ces derniers temps, je dois dire que comme je suis dans une période d'écriture, j'essaie de ne pas lire, au contraire, de ne pas lire d'œuvres d'autres auteurs pour ne pas être, même inconsciemment, influencée. Ah bon. Il y a bien un livre qui vous a marqué, au-delà de ce roman. Quel est l'auteur qui vous passionne? Quel est le livre que vous avez retenu? Alors, oui, j'ai des auteurs de prédilection, effectivement. J'aime bien Umberto Eco et bien sûr toute la littérature antillaise. Bon, je ne vais pas citer spécialement d'auteurs, mais j'adore me plonger dedans. Alors Muriel Tramis, votre premier roman, donc qui est en dédicace aujourd'hui à la librairie Orphy, Le couteau. Donc moi si je lis en premièrement, Le couteau, seul sait ce qui se passe. D'accord? Quel est le mystère du giramon qu'on connaît? On peut dire aussi un potiron, un fruit de couleur avec l'histoire qui commence en 1973-74. Quel lien faites-vous avec ce fruit? En fait, ça repose effectivement sur le proverbe « Le couteau seul sait ce qui se passe au cœur du giromon ». C'est un proverbe créole donc qui me permet d'aborder le fond des choses. Le cœur du giromon, c'est le fond des choses. Et je me pose cette question de savoir quelle place on peut occuper dans l'univers, dans le monde, quand on est femme dans ce confetti d'île qu'est la Martinique. Voilà, donc je remonte aux années 73-74 parce que ça correspond donc à l'âge où j'étais adolescente et je pense que tout se joue là. Parce que c'est à ce moment-là qu'on découvre le monde qui nous entoure, on sort du cocon familial et on a plein d'idées révolutionnaires, on est déjà en révolte contre ses parents et voilà. Donc ça c'est un sujet que je verrai avec vous, mais moi la question et puis qui me paraît aussi pertinente, pourquoi le giromon, le potiron, pourquoi C'est le proverbe en fait qui m'a inspirée. Et je pense que c'est un proverbe qui peut gouverner nos vies. Hein. Le couteau seul sait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut souffrir en fait pour aller au fond des choses. Voilà. Et le giromon, si vous le connaissez, c'est une chair tendre. Donc colorée, tendre et facilement donc coupable
on peut le couper facilement, le déchirer, le fendre facilement. Donc de tranches de vie en quelque sorte. Et on peut dire qu'effectivement ce premier roman, 73-74, est une tranche de vie de 3 adolescentes. On va en revenir. Elle va très vite, vous allez très vite Muriel. La narratrice a fait sa scolarité au couvent Saint-Joseph de Cluny, puis au séminaire du collège. Alors c'est une autobiographie. C'est une autofiction. Bien. C'est-à-dire que je pars effectivement de certains faits autobiographiques que je romance. Alors justement, cette romance, elle voyage avec 3 héroïnes. Alors est-ce que c'est de l'imaginaire, ces jeunes filles? Ou les avez-vous rencontrées? Vous avez eu un échange avec elles pour savoir un petit peu leur point de vue de ce qu'elles pensaient aujourd'hui dans cette Martinique, dans cette société un petit peu révoltée, où on ne trouve pas forcément ses repères? Alors je suis les 3 à la fois, ou un petit peu des 3 on va dire. Sinon je les ai rencontrés, effectivement, ce sont des tranches de vie, des épisodes, des anecdotes que j'ai glanées de ci, de là, à cette époque où j'étais au couvent Saint-Joseph de Cluny. Alors pourquoi le couvent ? Parce que c'est un lieu préservé, c'est un lieu, c'est une école confessionnelle qu'on connaît bien là-bas aux Antilles, et où peuvent se rencontrer, c'est peut-être le seul endroit où on peut rencontrer des béquets, des mulâtres, des mulâtresses en l'occurrence puisque c'était un pensionnat de jeunes filles, et des négresses. Donc c'est pour moi une façon de montrer la société antillaise fortement cloisonnée. Donc on ne se fréquente pas, mais à l'intérieur des murs du couvent, là, on se rencontre. Et c'est pour ça que ces 3 jeunes filles qui n'ont pas vocation à se rencontrer dans la vie de tous les jours, là, elles se rencontrent et elles découvrent qu'il y a une connivence intellectuelle. Elles sont un petit peu surdouées. Donc, elles se racontent leurs aventures et surtout leurs aventures amoureuses. La narratrice, elle a 3 personnages. 3, le métissage. Quelle est cette notion de métissage que vous donnez sur cette couleur de peau, d'appartenance entre la mulâtresse, la négresse et la béquée? Plus qu'une couleur de peau, en fait, je parle presque de l'apartheid, de la séparation de la société martiniquaise qui est effectivement divisée, on va dire, en 3 grandes classes. Il y a les béquets qu'on ne voit jamais ou très peu, qui sont un petit peu à part et qui ne fréquentent pas les mulâtres, qui eux aussi ne fréquentent pas les nègres. Donc c'est vraiment trois classes. Bon, on peut subdiviser un peu plus finement, mais ce sont trois classes sociales qui sont parfaitement déterminées à la Martinique à cette époque-là. En couverture, il y a ce couvent. Donc ce couvent existe toujours, il est toujours là, il est toujours d'actualité, ou vous l'avez pris dans des archives pour illustrer justement la couverture de votre premier roman? Le couvent existe encore, il vit très bien. Il est maintenant... il accueille maintenant des garçons et des filles, alors qu'à l'époque où démarre le roman, c'était la première année où des garçons étaient en classe de seconde. D'ailleurs, c'était le sujet de prédilection de ces jeunes filles au début du roman, le premier chapitre en tout cas. Donc oui, le couvent continue à exister et il n'a pas beaucoup changé. C'est toujours ces arcades blanches, la petite chapelle sur le côté. Et d'ailleurs, les lectrices qui sont anciennes du couvent m'ont parlé, m'ont raconté, m'ont dit qu'elles se retrouvaient complètement, qu'elles sont enchantées de retrouver ça. Et des personnages aussi, dont Hermancia, par exemple, qui était un personnage clé du couvent à cette époque-là. Alors, en sous-titre, 73-74, quand j'ouvre le roman, il y a une phrase qui m'interpelle, qui est, il y a 2 choses. La première, alors, vous parlez de fin de société d'habitation. Qu'en reste-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette fin? C'est mon préfacier Géry Létang qui en parle. C'est lui qui dit qu'on est effectivement dans une société de fin d'habitation. Si vous pouvez, si je continue le livre, vous verrez que c'est lui qui a donc préfacé ce livre en l'ayant lu. Donc il a resitué en fait l'histoire dans l'actualité politique de l'époque, ce que j'ai fait aussi, puisque 73-74, c'est un petit clin d'œil politique aux articles par lesquels la Martinique doit déterminer sa constitution, enfin l'a fait en tout cas au début de l'année 2011, donc, mais c'est aussi l'année scolaire 73-74, donc petit clin d'œil à ces 2 années qui ont été marquées par des événements, notamment Chalvet en 74, où des ouvriers agricoles qui avaient fait une grève se sont fait tirer dessus par la gendarmerie. Il y a eu un mort, enfin il y a eu plein d'échauffourées à cette époque. Donc c'est pour ça que Géry parle de fin de cette société-là,
parce qu'il y a encore des affrontements dus à cette scission entre les ouvriers qui sont... On est passé finalement, on est dans une société post-esclavagiste, dans une société moderne, mais qui a encore dans lesquelles il y a encore des bouillonnements, des ressentiments vis-à-vis du passé. Et point d'interrogation toujours, quand il est noté dans l'ouvrage, dans le roman, quand il n'y a pas de péché, il n'y a pas de plaisir. Alors, quelle est cette notion d'interdit dans le charnel, dans cette société martiniquaise? Alors, c'est plus au cœur du couvent que les jeunes filles parlent comme ça, parce que cette société, cette école confessionnelle professe bien sûr tout un tas d'interdits, et elles sont dans un âge où elles ont envie de braver ces interdits. Donc elles se rendent compte qu'étant élevées au cœur de cette société religieuse, elles découvrent les tentations, la sensualité, des choses comme ça, et elles se disent finalement c'est braver l'interdit qui donne plus encore d'émotion et de plaisir. Est-ce qu'on peut parler d'enfermement ou d'un huis clos pour ces 3 jeunes filles? Oui, c'est un vrai huis clos, le couvent. Dont elles vont s'échapper toutes les 3. Elles vont toutes les 3 braver des interdits. Alors, Paola va par exemple se promener à Fort-de-France. Bon, ça a l'air anodin comme ça, mais elle est dans une famille où on la surveille, où elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Enfin, elle a 15 ans, et elle s'échappe un jour et elle va visiter Fort-de-France. Fort-de-France qui, d'ailleurs, à cette époque, vient de subir une grève. Alors, mais elle retrouve la chaleur, ce qu'elle ne connaissait pas du tout de la vie citadine. Alors ça, c'est un premier interdit qu'elle brave. Et Liette, la négresse, brave aussi un interdit. Elle va voir son père alors que sa mère le lui a interdit. Il y a des raisons profondes qu'on va découvrir de cette interdiction, mais d'ailleurs, elle va le payer par le sang. Enfin, je n'en dis pas plus. Et puis, Séverine, la mulâtresse, elle brave un interdit qui est très important dans sa caste. Elle est amoureuse d'un noir, qu'elle va rencontrer secrètement en fin de journée. Elle fait du cheval avec, et il va aussi se passer des événements très dramatiques parce que, bien sûr, sa famille ne l'accepte pas. Donc s'il y a péché, il y a plaisir. En tout cas, le plaisir, c'est sûr, est plus grand quand on enfreint certaines règles. On va rentrer carrément maintenant dans le roman, si vous permettez, Muriel Tramis. En toile de fond, dans le cœur du Giramont, comme un tableau surréaliste, les sujets de société de la Martinique sont la négritude, référence à Aimé Césaire. Oui, Paola découvre effectivement ces sujets politiques, mais qui ne l'ont jamais passionnée ni interpellée, à la faveur d'une fête où elle entend son père parler à d'autres amis, et celui dont elle est amoureuse, son petit ami, est intéressé par la conversation et il s'en mêle. Alors lui, la jeunesse, il représente en fait la créolité. Donc c'est celui qui va tuer le père, qui va tuer Césaire pour découvrir un autre pan, plus la négritude mais la créolité. Mais Paola, on en a cure, elle ne pense qu'à s'amuser avec son petit ami. Mais c'est l'occasion d'aborder ces sujets. Alors la créolisation que vous venez de citer, moi je ferai référence à Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant et Édouard Glissant. Quel est l'impact dans votre écriture de cette créolisation par rapport à ces 3 héroïnes? Alors il y a déjà un impact dans l'écriture, je pense, la graphie du créole, qui est un peu la graphie du français régional, on va dire créole. Donc ça se lit, ça se déguste en lisant les pages. Et puis, je ne voudrais pas dévoiler la charnière dramatique. Il y en a une, il y a une surprise au milieu du livre qui justement parle du métissage. Donc je ne vais pas trop en dire, mais il faudrait que... Alors, c'est écrit à la fois en français et en créole. Vous faites quelques petites annotations en créole dans l'écriture? Il y a beaucoup de créole, effectivement, dans l'écriture, qui est que j'ai traduit pour que les lecteurs non créolophones ne soient pas embarrassés. Donc, il y a des termes de l'époque qu'on ne véhicule plus aujourd'hui, mais que les créolophones vont reconnaître. Il y a des blagues, il y a des devinettes, il y a des anecdotes, oui, et des proverbes et des locutions aussi assez savoureuses, parce que le créole est très imagé. La lutte des droits civiques en Amérique. Alors, est-ce que vous faites référence un peu à Cuba, à Batista, ce côté révolutionnaire qui aurait dû un peu s'appliquer dans l'affaire Lojam? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film, La Martinique aux Martiniquais, de l'affaire Lojam. La lutte des droits civiques en Amérique. Alors, c'est quelle référence?
Alors, on ne parle pas de Cuba parce que ces informations ne sont pas encore parvenues aux oreilles de nos protagonistes, mais l'un de leurs petits amis parle effectivement des droits civiques en Amérique parce que pour lui, l'Amérique est un modèle. Donc pour lui, Martin Luther King, Malcolm X, tous ces personnages sont importants. Et le Black Power, justement, est une des choses qu'il fait, que l'un des petits amis fait remarquer à Elliot, qui se défrise. Donc c'est l'occasion de lui parler et de la mener dans un salon de coiffure où sévit un personnage qui a existé, mais dont j'ai déguisé un petit peu le nom, Joselina, qui dit qu'il faut retrouver ses racines et qu'il ne faut absolument pas essayer de ressembler à l'Européen parce qu'on a un cheveu naturel, etc. Donc c'est vraiment à cette époque que sont véhiculées ces idées de révolte et de construction d'une personnalité nègre, réellement. La rébellion ? La rébellion en tout cas sortir des chemins battus. Et un autre petit ami de Paola, cette fois, lui fait découvrir le cinéma avec des acteurs et des héros noirs, ce qu'on a appelé la Black Plotation. Voilà, avec Martin Van Peebles, enfin tous ces films, mais qui sont allés à fond, à l'inverse, où le noir n'était plus gentil, serviteur, etc., comme dans Devine qui vient dîner avec Sidney Poitier, mais au contraire, quelqu'un de rebelle, et qui prend les armes, et voilà, ils sont allés à fond à l'extrême, dans l'autre extrême. Alors justement, pourquoi cette recherche en Amérique ? Je pense qu'en Martinique, on a aussi des personnages aussi importants que ceux d'Amérique. Oui, il y a effectivement une conversation entre trois personnages dans un salon de coiffure à Terre-Saint-Ville, où on refait le monde, évidemment. Les salons de coiffure, ce sont des endroits pour ça, et où il y a trois types d'idées qui se confrontent. Il y a l'africaniste convaincu qu'on est africain et pas autre chose. D'ailleurs, il dit qu'il n'a pas de sang blanc dans les veines, ce qui est une notion qui est extrêmement dérangeante pour Paola. Il y a l'assimilationniste américain, puisque c'est de l'assimilation finalement. Ils sont américains, les non-américains encore plus américains que les blancs. Et puis il y a le martiniquais qui pense que, effectivement, pourquoi aller chercher des héros ailleurs, alors qu'il y en a à l'intérieur des îles qui ont revendiqué, qui ont marronné, qui ont revendiqué aussi leur liberté. La racialisation des rapports sociaux dans l'île, alors est-ce que c'est conflictuel ? C'est le regard de l'un vers l'autre ? C'est conflictuel au niveau des affrontements dont j'ai parlé, là, entre les ouvriers grévistes qui refusent finalement ce travail difficile dans les plantations, qui ressemble un petit peu à l'esclavage, même si il n'est plus officiel. Ils se retrouvent quand même, ils sont mal payés, conditions de travail difficiles. Donc il y a beaucoup de luttes effectivement des ouvriers de la banane notamment. Il était important pour vous de revenir à cette époque, 73-74. Vous pensez que ça a été occulté dans nos mémoires collectives, cette histoire ? Non, elle n'a pas été occultée parce que chaque année on en reparle. Il y a même des chansons. Il y a une chanson, 74, qui existe. Non, c'est un concours de circonstances. Il se trouve que mon adolescence s'est passée dans ces années-là. Donc je dois vous dire que le premier chapitre, je l'ai écrit à l'âge de 15 ans. En fait, c'était le livre démarre comme ça. C'était un professeur d'anglais canadien, enfin une professeure d'anglais qui venait remplacer un professeur qui était en congé de maternité et elle était handicapée. Donc handicapée physique et privée de vision périphérique. Elle avait des lunettes à gros foyer, on se moquait beaucoup d'elle. Et du coup, elle avait du mal à maintenir de l'ordre dans la classe. Et on faisait des échanges de ballons, on passait par la fenêtre. Enfin, vraiment, on l'a fait tourner en bourrique. Et on a appris un jour qu'elle refusait de venir. En fait, elle était repartie. Et là, on a été, enfin, en tout cas moi, j'étais énormément peinée, choquée par ça. Parce que je ne m'étais pas rendu compte de ce qu'on lui avait fait subir, donc la souffrance qui existait. Donc voilà, quand j'ai voulu écrire ce roman, reprendre ce premier chapitre et puis poursuivre l'histoire. Alors moi, je l'ai dépeint comme un tableau surréaliste, mais qui est quand même dans la réalité. Quelle couleur vous donnez justement à votre premier roman ? Couleur Giromo ? Oui.
Justement, c'est une couleur vive, donc faite de passion. Il y a aussi des passages pleins de volupté, dit Géry Létang, parce que les adolescentes en question sont amoureuses, donc elles découvrent le désir. Et elles cèdent à la tentation du désir. Donc elles font leurs premières expériences sexuelles et elles se racontent, elles les racontent en filigrane. Et nous, le narrateur nous fait suivre en fait ce qui se passe dans leur intimité, qui n'est pas toujours facile, qui est pleine de violence d'ailleurs, parce que la société martiniquaise aussi est violente pour les adolescentes, qui sont souvent l'objet de convoitises d'hommes plus âgés. Donc il y a des problèmes d'attentat, comment on appelle ça? Comment s'appelle ce délit? J'ai un trou. Quand des hommes âgés ont des relations avec des jeunes non adultes. C'est de la pédophilie, mais atteinte à la pudeur, voilà, c'est ça. Donc il y en a. Et puis il y a aussi de l'inceste. Dont on ne parle pas beaucoup, qui est enfoui dans le secret des familles et qu'on déguise souvent par le mot de Dorlis. Dorlis a visité telle jeune fille ou telle femme, alors qu'il s'agit souvent du père ou du beau-père qui est présent, mais ça permet de déguiser un petit peu la chose et de ne pas trop en parler. Donc, recherche d'identité dans un premier temps, et puis on est vraiment dans la tradition, dans l'oralité de ce qui se passe d'avant et de maintenant dans cette Martinique. Je dirais votre écriture est très fluide, limpide, contemporaine. Il n'y a pas de métaphore dans cette écriture. Ah, est-ce à moi de le dire Personnellement, je n'en vois pas, et vous renvoyez à notre propre image. Donc on est tout de suite mis dans le roman. Et il y a des questions, on se pose plein de questions, et puis votre langue de l'oralité, c'est important. Oui, c'est important. C'est pour ça que j'ai beaucoup apporté des histoires, beaucoup rapporté des anecdotes, des gens qui s'échangent, par exemple, lors d'une veillée mortuaire. On retrouve la traditionnelle harangue de ce personnage qui a sûrement hérité ça de son passé mandingue, de ses ancêtres mandingues, qui raconte le passé de la grand-mère qui est morte, qu'elle a posé son panier Caraïbe au sol et elle ne l'a plus repris. Donc c'est une façon... Alors là, il y a une métaphore par contre. Je pense qu'il y a beaucoup de métaphores. Il y a beaucoup de symboles en tout cas dans ce roman. Vous préférez des symboles et des codes. Voilà. Et à cette veillée, les gens parlent. D'ailleurs, si vous avez vous-même vécu des veillées, vous verrez que ça n'est pas triste du tout. Les gens se rencontrent, ce sont des lieux de rencontre où on s'est pas vu depuis longtemps souvent, et on se revoit, on se congratule, on se raconte des choses. Et c'est vraiment un lieu de rencontre, les veillées, un lieu de parole. 73-74 en sous-titre dans ce monastère. Est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes filles, elles le vivent, de quelle manière elles le vivent, ce huis clos, à notre époque, en 2012 ? Alors, dans notre époque contemporaine. Alors en 73-74, c'était un huis clos, et elles ont commencé à découvrir le monde qui les entoure, mais figurez-vous qu'il y aura un deuxième tome, et peut-être même un troisième, si... le livre rencontre son lectorat. Je voudrais reprendre ces jeunes filles à l'année 92, qui est une année où on a fêté le 500e de la découverte des îles par Christophe Colomb, en tout cas de la Martinique, 1492. Et je les suis, ces trois jeunes filles, alors qu'elles ont fait le trajet inverse de Christophe Colomb. Elles sont parties de la Martinique et sont allées en Europe pour faire leurs études, voilà. Donc on les redécouvrira, on verra comment elles ont vécu la découverte de l'Europe et puis de l'Amérique aussi, en tout cas d'un monde extérieur un petit peu plus vaste. Alors ça c'est le tome 2. On va rester toujours sur le tome 1, donc effectivement on était dans le couvent. En Martinique, je pense que ce livre, de quelle manière il a été accueilli, puis les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles vous disent? C'est très bien, vous avez dit des choses qu'on voulait dire. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore beaucoup été diffusée, mais les premières réactions viennent des anciennes du couvent qui retrouvent complètement l'ambiance, les personnages que j'ai décrits. Hier encore, d'ailleurs, je dînais, je prenais un verre avec des jeunes femmes que je ne connaissais pas, qui sont passées par là un peu plus tôt que 73-74, mais elles se sont complètement retrouvées et elles étaient enchantées qu'il
qu'on parle de ça, de ces événements-là. Et elles ont retrouvé aussi les expressions de l'époque, elles m'en ont donné d'autres. Et on s'est vraiment retrouvé dans un passé qui est pas nostalgique, mais qui est porteur de joie, d'épanouissement. Et voilà, ce sont les quelques réactions que j'ai eues pour le moment. Je vais revenir justement aux réactions de ces jeunes filles. Qu'est-ce qui vous a manqué? Quels sont les éléments complémentaires qu'elles vous ont apportés, que vous auriez pu ajouter dans ce premier tome? Pour le moment, c'est plutôt moi qui leur ai apporté des informations. Donc pour le moment, c'est une découverte, effectivement. Parce que vous avez dit, il y a eu un échange, il y a quelque chose qu'elles vous ont apporté de plus, que je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles vous ont dit de plus, ces jeunes filles? Ces jeunes filles, en tout cas je parle de celles d'hier, m'ont apporté quelques expressions typiques, mais vous savez, souvent à l'intérieur des familles, il y a des expressions qu'on ne retrouve pas dans d'autres familles. Donc elles m'ont parlé un petit peu de ce qui circulait à l'intérieur de leur famille. Elles m'ont conforté dans le fait que le créole était interdit. Alors on ne parlait créole que sur les marchés ou au carnaval, mais pas dans ces familles-là. Et je dois dire d'ailleurs que c'était des mulâtresses. Donc c'est vraiment la société bourgeoise de l'époque. Voilà, Muriel Tramis, notre émission Évasion littéraire touche à sa fin. Pour finir, donc la dernière question, comment aujourd'hui la narratrice, à la fin de ce roman, dans les années 73-74, comment aujourd'hui elle vit, comment elle est? Alors, j'ai moi-même répondu à cette question que je vous décrivais tout à l'heure. Quelle place occupe-t-on dans l'univers quand on est femme? Parce que j'ai moi-même toujours voulu apporter quelque chose, et c'est pour ça que je suis à la tête de mon entreprise, que j'organise des choses dans Paris, et voilà. Donc voilà, c'est ma réponse en fait à la question. Alors je ne sais pas si toutes les jeunes femmes, enfin probablement pas, ont eu un parcours comme ça où elles ont pu apporter des choses, mais je crois qu'il y a cette volonté en tout cas de vouloir contribuer, surtout en cette ère de mondialisation, de globalisation. On veut apporter notre pierre à l'édifice, effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce roman à la fois très émouvant, très historique et contemporain, et qui revient dans les archives, voilà, on voyage dans les époques? Je reviens au titre. Moi, je crois que il faut souffrir en fait pour aller au fond des choses. Merci Muriel Tramis, merci à la librairie Orphie, merci à l'équipe qui m'accompagne. Je pense que Muriel, là, vous partez, vous prenez le vol pour la Martinique. Oui, je repars la semaine prochaine pour retrouver mes collaborateurs. Mais j'ai des collaborateurs à Paris aussi, donc il faut souvent que je fasse la navette et que j'aille travailler avec les uns et les autres. Merci encore, merci à l'équipe qui m'accompagne, merci à la librairie Orphie et puis Évasion littéraire. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.